Ok, bonjour à toutes et tous. Juste pour information personnelle, qui ici est en première année de maths? Non, Hugo, c'est quand même un score tout à fait honorable. Qui a été étudiant de 2 rames dans cette salle? 2, 3. À moitié, Stas, ça veut dire quoi? Ok, donc on va avoir plusieurs générations, effectivement. Moi, je vais vous parler de Georges de Rame. Et la première chose, c'est que même ceux qui sont en première, est-ce que vous avez déjà entendu ce nom? Oui, non, jamais? Vous êtes déjà allé à la bibliothèque? Voilà. Elle a été nommée Bibliothèque Georges de Rame, donc si vous avez croisé le nom, c'est plus probablement ici que dans vos cours pour l'instant. Ce que je trouve très chouette, c'est qu'on va faire un pont entre donc, 1724, Cramer, dont vient de parler Antoine, et là on va plus ou moins commencer en 1924, 200 ans plus tard. Mais autant on vient de parler d'un résultat que vous pouvez déjà comprendre, vous avez déjà tous les outils pour le comprendre, vous allez y arriver très rapidement, autant ici je vais vous parler de mathématiques qui sont encore dans la recherche actuelle, presque. Moi, le théorème dont je vais essayer de vous parler, je l'ai appris à la fin de mon master, un peu sur le tas. Donc je vais essayer de survoler les outils qui sont nécessaires pour pouvoir en parler aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous en dire un tout petit peu plus sur la personne. Donc, Georges de Rame est né en 1903 à Roche, dans le canton de Vaud. C'est au-dessus d'Aigle, à peu près. Très jolie falaise d'escalade pour les grimpeurs. Et en 1931, il soutient sa thèse qui s'appelle « Sur l'analyse situs des variétés à n dimensions ». Et si pour le moment ça ne veut rien dire, ça tombe bien, je compte expliquer les mots. Il devient professeur en 1936, à la fois à Genève et à Lausanne. Il sera sur les 2 universités jusqu'à la fin de sa carrière. Pour vous donner une idée du rayonnement de sa recherche, il sera professeur invité à Princeton, à l'Institute of Advanced Studies, pendant 2 ans, en 57-58. Et en 58-59, vous avez aussi un petit retour très pénible quand je parle? Non? Ok, très bien. 58-59, ce sera le début des séminaires de Rame. Ces séminaires, c'est des séminaires de recherche où il y a des étudiants, des professeurs, et on parle de la recherche actuelle. Et il les a lancés, donc ces 2 sont vivants, ils portent déjà son nom, et ils vont réunir beaucoup de monde et vraiment faire foisonner la recherche autour de l'arc lémanique. En 69, il est toujours vivant, il y a l'organisation d'un colloque en son honneur à Genève. Donc de son vivant, il est déjà honoré avec 3 jours de mathématiques autour de ces domaines de recherche. Et j'ai laissé des trous dans cette biographie, j'ai un peu triché, parce qu'en fait, quand vous regardez les biographies de Rame, il y a d'autres choses qui viennent s'intercaler, qui ont toutes lieu à l'alpinisme et à la montagne. Donc par exemple, on apprend qu'à 17 ans, il fait sa première ascension d'un 4000, le Grand Combat. En 1944, il publie carrément un livre sur le miroir d'Argentine, qui est une grande falaise calcaire au-dessus de Solalais, dans le canton de Vaud, où il décrit des itinéraires d'escalade. Et c'est un des premiers topos où on parle de la difficulté de l'escalade. Et puis en 73, donc il a maintenant 70 ans, il fait encore une ascension d'un 4000, 53 ans après la première. Et donc vraiment, tout ce que vous allez pouvoir voir sur de Rame, ça entremêle ses capacités en montagne et dans les mathématiques. Tout le monde parle de ces deux carrières, pour moi. Donc indissociable de l'alpinisme, ici je vous ai sorti quelques photos qui sont extraites d'un exposé de son ancien étudiant Burlet. Vous avez une photo en cabane dans les Dolomites, une photo dans la vallée du Balchider, et surtout un espèce de petit article où il parle de la théorie pour grimper dans les cheminées, dans les fissures. Donc vous avez des petits vecteurs force qui apparaissent là sur le côté, et toute une description de ce qu'il faudrait faire pour ne pas perdre trop d'énergie. Moi je trouve ça super chouette. Mais bon, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas commencé par les maths, et c'est assez rassurant. À la base, il fait de la biologie à l'université, et puis il le dit, hein, les mathématiques, ça me semblait être un domaine fermé où je ne concevais pas qu'on puisse faire quelque chose de nouveau. Et c'est quand même quelque chose qui est très répandu maintenant, si vous dites aux gens que vous faites des maths, la recherche en maths, il y a quoi à trouver? Ben voilà, lui, il avait cette même idée, sauf que dans sa dernière année de biologie, plus ou moins, il avait des cours de physique et il a eu besoin de faire des maths plus poussées. Et là, il s'est dit, en fait, c'est super, d'ailleurs, j'arrête la bio, je fais des maths. Simple, efficace. Il s'y lance avec passion et ne l'a jamais regretté. Bonne nouvelle. Et c'est aussi un enseignant très investi. C'est des notes qu'il a écrites avant une conférence en 80. La joie d'enseigner, faire comprendre et faire voir de belles choses, tendance actuelle malheureuse, mépriser l'enseignement et prôner trop la recherche, autrefois le contraire. C'est écrit en 80. Mais bon, moi je voudrais surtout vous parler d'un de ses théorèmes, et pour ça je vais vous sortir sa thèse, donc écrite en 31. C'est une de ses premières productions mathématiques. Et pourtant, ça contient déjà un des théorèmes qui le rendra très célèbre. Elle contient, sa thèse, la démonstration de 2 résultats qui ont été conjecturés un petit peu de temps avant par Élie Cartan. Et ces 2 résultats, plus un 3e, finalement deviendront connus sous le nom de théorème de De Rame. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais donc sa thèse s'appelle « Sur l'analyse situs des variétés à n dimensions ».
Mais l'analysis situs, franchement, moi, ça ne me parlait pas quand je suis tombée sur l'INSATES. J'ai un peu honte, mais je ne savais pas ce que c'était du tout. Pour ça, on va faire un petit retour à Poincaré. Poincaré, c'est la fin du 19e siècle. C'est le début de ce qu'il appelle l'analysis situs. Et pour en parler, dans une conférence grand public, il nous dit « On a dit souvent que la géométrie est l'art de bien raisonner sur des figures mal faites. Mais qu'est-ce qu'une figure mal faite? C'est celle que peut exécuter le dessinateur maladroit. Il altère les proportions, plus ou moins grossièrement. Ces lignes droites ont des zigzags inquiétants, ces cercles présentent des bosses disgracieuses. Tout cela ne fait rien, cela ne troublera nullement le géomètre, ne l'empêchera pas de bien raisonner. Mais il ne faut pas que l'artiste inexpérimenté représente une courbe fermée par une courbe ouverte, une surface trouée par une surface sans trou. Alors on ne pourrait plus se servir de la figure et le raisonnement deviendrait impossible. » Pour information, j'avais prévu de vous dessiner quelque chose au tableau à ce moment-là, et je réalise que je ne me suis pas servi de ces tableaux depuis trop longtemps pour le faire. Donc, imaginez-vous. Simplement, ces dessins-là, moi, ça me rassure parce que je suis une très mauvaise dessinatrice. Donc, si on me demande de dessiner un cercle ou une sphère, clairement, il va y avoir des bosses disgracieuses, comme il le dit. Mais je sais que c'est le même objet, mathématiquement. Donc déjà, c'est une géométrie qui me parle un petit peu. Pas une où on va mesurer, mais une où on va regarder la forme générale. Plus tard, l'analysis situs va prendre le nom, plus ou moins, de topologie algébrique. Ne me remerciez pas, la topologie algébrique, ça étudie la topologie, avec des outils algébriques. Promis, je vais en dire plus. Mais avant, donnez-moi l'occasion de jouer. En fait, on s'intéresse aux objets qui sont mentionnés par Poincaré, et deux objets vont être considérés équivalents si on peut les déformer continuellement l'un dans l'autre. Et donc, c'est exactement ce qui se passe avec cette belle tasse. Elle se transforme en un tore de manière continue, c'est une belle déformation. Je vous la remets, c'est pour le plaisir. Et cette notion d'équivalence, on va appeler ça un homéomorphisme. La définition d'un homéomorphisme, c'est si vous avez deux espaces, deux objets x et y, ils sont homéomorphes, si on peut trouver une fonction f continue qui va de l'un dans l'autre, bijective, telle que la réciproque est elle aussi continue. Comme ça, c'est pas très méchant. D'ailleurs, vous le verrez, pour ceux qui sont en deuxième, vous l'avez sans doute déjà vu, on peut souvent construire ces fonctions. Manque de bol, pour montrer que deux objets ne sont pas homéomorphes, ça devient pénible. Il faut réussir à prouver qu'il n'existe pas de tel objet, de tel homéomorphisme. Et c'est là qu'on va se tourner un peu vers l'algèbre, et je vais vous parler d'invariants. Un invariant topologique, que je vais appeler I, ça prend nos espaces x et y, et ça va associer à ça un truc algébrique. Ça peut être un nombre, ça peut être un polynôme, d'autres que moi vont parler de polynôme tout à l'heure, ça peut être une matrice, ça peut être un groupe, un anneau, plein d'objets différents. Mais donc, un invariant va toujours associer le même type d'objet. Et le principe, c'est que cet invariant, il ne varie pas si l'objet est déformé par quelque chose de raisonnable, dans notre cas, un homéomorphisme. Donc si j'ai x et y qui sont homéomorphes, alors l'invariant doit donner la même chose sur les deux espaces. Ce qui est vachement pratique maintenant, c'est que si je prends la contraposée, si l'invariant ne donne pas la même chose sur deux espaces, alors je sais que mes deux espaces ne sont pas homéomorphes. Et c'est là que ça devient utile. Un exemple d'invariant topologique facile, c'est le nombre de composantes connexes d'un espace. Par contre, ça ne me dit pas grand-chose. C'est-à-dire que si je prends une sphère et un tore, de qualité extrêmement mauvaise, admirez les pixels, je sais que c'est le même nombre de composantes connexes, cool, mais c'est clairement pas des objets qui se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, Poincaré le disait, il parlait des espaces avec trous et sans trous, et là, j'arrive même pas à distinguer ces deux-là. Donc il me faudrait quand même quelque chose de mieux qui puisse en tout cas compter les trous des objets que je regarde. Bon. On va repasser sur notre sphère, et puis on va regarder un autre type d'objet. On va regarder des lacets, donc je vais prendre un point, et puis je vais me promener sur l'objet, et je vais revenir à mon point de départ. Dans le cas de la sphère, si je prends, imaginez que mon chemin c'est un élastique, donc j'ai entouré un peu l'équateur de ma sphère, si je bouge un peu l'élastique, j'ai rien changé finalement. Je suis un peu plus haut, il n'est pas tout à fait aussi long, mais c'est le même objet, je peux l'étendre, le ramener, le rétracter sur lui-même, finalement c'est comme si j'avais uniquement un point. Mais dans le cas du tore, je peux prendre soit un chemin comme le premier, où je pars du point P, je me promène sur le tore comme ça et je reviens, lui aussi je pourrais le contracter, le ramener jusqu'au point. Mais si je prends ce chemin A ou ce chemin B, ceux qui font le tour du trou, là, impossible de les contracter trop. Je vais être bloqué par ce trou central. Et donc rien qu'en essayant de compter ces chemins, et je vous cache plein de choses sur la manière dont on les compte et ce que ça va créer comme objet, mais là, on arrive déjà à distinguer notre sphère de notre tore. Et ça, c'est le début de la topologie algébrique, quelques mois je la connais, où on va compter ce genre d'objet.
À l'époque de Poincaré et à l'époque où de Rham écrit sa thèse, on est en plein dans le développement de ce genre d'invariant. Lui, par contre, il va faire quelque chose de nouveau. Il va parler de variétés et de formes différentielles, et c'est là où je vais vous cacher beaucoup de choses. Les protagonistes de la thèse de Rham, c'était les variétés et les formes différentielles. Une variété, c'est quoi? C'est un espace qui, si je zoome autour d'un point, c'est à peu près la même chose que Rn. Donc on peut avoir un espace de dimension 2, je vais regarder, puis autour d'un point, ça va plus ou moins être comme R carré. C'est super, c'est pratique, c'est pas trop loin de ce qu'on connaît. Et dessus, on va vouloir faire de l'analyse, et on va prendre ce qu'on appelle des formes différentielles. C'est des objets qui vivent sur ces variétés, qu'on peut intégrer et qu'on peut dériver. Et ça, c'est les outils qui vont être utilisés par de Rham pour créer un nouvel invariant. Ça va s'appeler, mais beaucoup plus tard, cohomologie de de Rham, et ce sera la première de nombreuses cohomologies. À l'époque où de Rham fait ça, il y a des invariants topologiques qui sont connus et utilisés, c'est l'homotopie et l'homologie. La cohomologie, c'est un nom qui va être adopté plus tard pour décrire, entre autres, ce que lui a produit. Et ce qu'il va prouver, le théorème de de Rham, il va réussir à relier les formes différentielles et l'homologie qui est connue à cette époque-là. Et on l'énonce, alors là, c'est l'énoncé moderne, que moi j'ai appris, et j'ai découvert beaucoup plus tard que ce n'était pas l'énoncé originel. Pour une variété différentielle, le théorème de de Rham dit que HP de oméga de x est isomorphe à HP de x à coefficient dans R. C'est un isomorphisme d'anneau, et je ne m'attends pas à ce que ça ait du sens pour l'instant. Mais d'un côté, on a la cohomologie de Rham, celle qu'il a inventée, et de l'autre, la cohomologie qu'on appelle singulière, qui calculait des outils très différents. Et de Rham fait le pont entre ces deux objets. Et il dit que pour des espaces suffisamment gentils, les variétés différentielles, les deux cohomologies fournissent exactement la même information, sur ces espaces. Donc il fait vraiment un lien entre une étude très locale et une compréhension plus globale des objets. Et c'est ça, pour moi, qui est marquant sur ce théorème de de Rham. Là, je vous avais parlé au début de 2 théorèmes et d'un troisième. Le troisième, en fait, donnait une structure supplémentaire. En homologie, on avait des groupes, et en cohomologie, on va obtenir des anneaux. Donc on a plus de structures qui vont être plus utiles. Enfin, ça va être un outil plus performant pour ça. Et j'aimerais juste conclure sur une autre citation de de Rham. Donc la photo, elle est prise devant le miroir d'Argentine, sur lequel il a écrit ce livre. Et il dit qu'un passage, même extrêmement difficile, ne constitue qu'en une succession de mouvements qui, pris isolément, sont tous parfaitement naturels et à la portée de tout être humain physiquement bien constitué. C'était vrai à l'époque. De même que chaque articulation d'une démonstration mathématique se résout en une démarche parfaitement naturelle à la portée de tout esprit sain. À vous de déterminer un esprit sain. Une fois que l'on a compris, on a l'impression que c'est facile. La difficulté consistait précisément à comprendre, c'est-à-dire à résoudre le passage en mouvement simple. Le faire proprement, c'est le décomposer en mouvements absolument naturels, sans aucune crispation, marque d'un effort exagéré. Certains passages, comme certaines démonstrations mathématiques, exigent une concentration d'esprit exténuante. Et sur ce, j'espère ne pas vous avoir trop exténué, et je vais laisser la parole à Hugo Dumesnil-Copin, qui nous parlera de Benoît Mandelbrot.